Dans la Royal Navy, le destroyer, du moins depuis sa première version en tant que contre-torpilleur, était regroupé en formations appelées flottilles. Cela correspond à ce que d'autres marines appelleraient des escadrons de destroyers. La plupart comptaient moins de 10 navires et existaient tant que la Royal Navy avait assez de destroyers pour maintenir plusieurs flottilles. Mais les flottilles portant des numéros plus élevés avaient tendance à apparaître et disparaître selon les besoins, particulièrement en temps de guerre, lorsque les navires en réserve étaient activés et que de nouveaux navires étaient construits en grand nombre et à une vitesse considérable. La 10e flottille de destroyers fut créée fin 1914 pour la Première Guerre mondiale. Initialement, cette force puissante était dirigée par le croiseur léger Her Majesty's Ship Aurora et comprenait certains des destroyers les plus modernes de la Royal Navy. Les conventions de dénomination par lettres de la Royal Navy ont donné des noms comme Manly, Mastiff, Matchless, Meteor et Termigant. Partageant une formation avec Morris, Murray, Miranda et Retriever, la formation a été en première ligne durant toute la Première Guerre mondiale au sein de la force Irish. Bien que 4 de ces navires aient réussi à se retrouver à la bataille du Jutland en étant temporairement affectés à d'autres flottilles à l'époque, en tant que flottille de guerre, bien que la formation ait été dissoute au début de 1919, la 10e flottille de destroyers réapparaîtrait brièvement en 1940 et 1941 en tant que formation ad hoc. Constituée rapidement autour de la célèbre flottille australienne Scrapiron et de quelques destroyers méditerranéens, elle serait ensuite dissoute. L'année après sa reformation, la plupart de ces navires furent affectés à d'autres missions dans le monde. Quelques années plus tard, la Royal Navy fit face à un dilemme. Bien qu'en 1943 le cours de la guerre se soit définitivement inversé, les Allemands contrôlaient toujours le côté français de la Manche et les côtes atlantiques françaises. En effet, à ce stade, ils étaient passés à l'action pour prendre le contrôle de la totalité de la France. Cela compliquait les plans de blocus de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, qui visaient à contrôler la mer du Nord. Désormais, cependant, il fallait organiser des patrouilles actives jusqu'à la côte espagnole et remonter jusqu'aux approches occidentales également. Sinon, divers matériaux de guerre essentiels, généralement en quantité relativement faible comparées à des choses comme l'acier. La production de ressources essentielles comme le tungstène ou le caoutchouc, qui ne pouvaient être obtenues qu'à l'étranger, pouvait être acheminée par des navires brise-blocus vers les ports atlantiques français et soutenir à la fois l'effort de guerre allemand existant ainsi que le développement de nouvelles armes et technologies. Des patrouilles de ce type étaient effectivement menées, mais les Allemands commencèrent à programmer l'arrivée de leurs navires brise-blocus pendant la nuit. La nuit, bien sûr, c'est un grand égalisateur. Bien que la Royal Navy ait été mieux entraînée pour les combats de nuit pendant la Seconde Guerre mondiale que lors de la Première, une grande partie de son avantage sur la Kriegsmarine disparaissait. La nuit, la plupart des avions étaient encore conçus pour le jour, et la plupart des appareils capables d'opérer la nuit n'étaient pas conçus pour la recherche aérienne, encore moins pour des attaques aériennes de précision. Même ceux équipés de radars air-surface avaient une vision beaucoup plus limitée de ce qui se passait à la surface, comparé à un avion opérant de jour, où les observateurs pouvaient simplement regarder aussi loin que portait leur regard. Les sous-marins en patrouille voyaient également leur capacité à détecter les mouvements des navires ennemis fortement réduite. Souvent, tout se limitait à des renseignements sporadiques et à des affrontements entre petites patrouilles et forces allemandes. Celles-ci, bien sûr, pouvaient choisir quand et où sortir et avec quelle force. Bien que les deux camps disposaient de radars de recherche de surface avec des degrés d'efficacité variables, cela signifiait tout de même que les affrontements pouvaient être surprenants, brefs et particulièrement violents. La confusion nocturne pouvait faire basculer une bataille de façon imprévisible, alors qu'elle aurait dû être à sens unique sur le papier. Fin octobre 1943, le croiseur léger Charybdis et 6 destroyers pourtant bien plus puissants que les 5 torpilleurs allemands de classe Elbing furent sévèrement vaincus, avec la perte du croiseur et de l'un des destroyers, tandis que les Allemands faisaient passer leurs navires de ravitaillement sans encombre. La catastrophe mit également en évidence la situation dramatique. Un autre problème. Pour que l'invasion de la France en 1944 réussisse, il était essentiel d'empêcher les puissantes unités côtières allemandes d'attaquer les navires de transport. Donc, il faudrait faire quelque chose de plus que les mesures actuelles. C'est le vice-amiral Latham qui devait décider exactement quelle devait être cette réponse.
bien que son expérience de guerre précédente signifiait qu'il plaidait pour la formation d'une force de frappe spécialisée afin de nettoyer les mers de la Kriegsmarine. Pendant un certain temps, les hauts gradés lui avaient refusé cette demande. Maintenant, cependant, il pouvait donner un sens à la perte de vie à bord du Charybdis, en soulignant que la formation en question était effectivement puissante sur le papier, mais en réalité fatalement défaillante. 4 de ces destroyers étaient de classe Hunt, dont un perdu. 2 autres, de taille normale, étaient des destroyers de flotte de type d'urgence en temps de guerre. Et bien sûr, le Charybdis était un croiseur anti-aérien de classe Dido. Il s'agissait de navires aux capacités très différentes, qui n'avaient en réalité jamais navigué ensemble auparavant. Et bien que, bien sûr, ils aient tous reçu une formation au combat de nuit, il manquait beaucoup d'expérience pratique réelle sur le terrain. L'EATAM a soutenu que cette nouvelle formation qu'il proposait devait être composée de navires individuellement puissants, expérimentés et ayant au moins des capacités globalement similaires, notamment en termes de vitesse. Et il devait être doté du type d'officier approprié, dont le premier réflexe face à l'ennemi serait d'attaquer, dont le plan B serait aussi d'attaquer, dont le plan C serait d'attaquer encore plus fort, et dont le plan D serait d'aborder et de prendre l'ennemi à la pointe de l'épée. En gros, il demandait qu'on confie le commandement à une bande d'hommes soit follement agressifs, soit potentiellement agressifs et fous, ce qui deviendrait en gros un asile flottant lourdement armé rempli de marins partageant le même état d'esprit. Puis on les lancerait simplement dans la direction générale de l'ennemi avant de les lâcher, pendant que tout le monde se mettait à l'abri pour observer le carnage qui s'ensuivrait. Naturellement, cela a créé une liste restreinte de 3 candidats potentiels parmi lesquels choisir. Les navires. Tout d'abord, les destroyers de la classe Tribal. La Royal Navy utilisait ces installations pour confiner les hommes qui n'avaient pas encore voulu faire exploser un navire en mer. Deuxièmement, le raisonnement, ce n'est pas illégal la première fois. Les Canadiens, sans surprise, avaient leur propre destroyer de classe Tribal. Troisièmement, le WE a traversé 2 mers pour poursuivre sa vengeance. Personne n'a encore entendu de cloche. Les Polonais, sans destroyer de classe Tribal, compensaient par leur volonté de se battre contre presque n'importe qui avec n'importe quoi, ce qui les rendait très populaires dans certains pubs et bars du Royaume-Uni. Malheureusement pour ce plan, sur les 16 destroyers de classe Tribal de la Royal Navy qui avaient commencé la guerre, seuls 4 étaient encore réellement à flot, la plupart des autres ayant été perdus au combat. Cela montrait bien le capitaine recherché par l'EATAM. Gurkha avait été coulé en tentant de riposter à une attaque aérienne. Bédouin avait affronté 2 croiseurs légers italiens, puis abattu le bombardier torpilleur qui avait lancé la torpille fatale. Sikh avait combattu presque seul les batteries côtières de Dubrook en escortant un raid de commando. Somali n'a coulé qu'après avoir affronté le mauvais temps de l'Arctique, suite à une torpille du U-7-103 reçue lors de l'escorte d'un convoi dans ces régions glacées. Fin 1943 seuls, Ashanti, Esquimaux, Nubian et Tartare restaient à flot, et diverses parties de l'Esquimau étaient d'âge varié, puisqu'elles semblaient considérer sa proue comme un élément presque jetable. Bien qu'elles formaient une force puissante si elles étaient réunies, 4 navires ne constituaient toujours pas une flottille. Fin 1943, Tartare était en révision, Esquimaux en réparation, Ashanti dans l'Arctique et Nubian en Méditerranée. Cependant, avec le retrait de l'Italie et la destruction du Scharnhorst, la demande pour les tribales restants avait un peu diminué en fin d'année. Bientôt, la plupart pourraient être réaffectés pour renforcer les effectifs et former une flottille. L'équipe inclurait alors Tartare, Esquimaux et Ashanti. De la Royal Navy, les navires jumeaux Hyder et Huron de la Marine royale canadienne, ainsi que le Her Majesty's Ship Javelin, restèrent des bâtiments puissants à l'histoire de combats remarquables. Outre le Piron polonais, connu pour avoir défié le cuirassé Bismarck avec des projecteurs, et l'autre destroyer polonais célèbre. Błyskawica est célèbre au Royaume-Uni pour avoir seul perturbé un raid majeur de bombardiers allemands sur Cowes, île de Wight. Et d'autres destroyers de classe Tribal, le Nubian, l'Athabascan et l'Iroquois, faisaient également fréquemment partie de la 10e flottille de destroyers, avec le soutien de Her Majesty's Ship Apollo, classe Abdiel, de Her Majesty's Ship Bellona, classe Bellona, ou, le plus souvent, de Her Majesty's Ship Black Prince, classe Bologna. Le radar était jugé essentiel pour réussir un engagement nocturne, comme c'était fréquent dans les flottes alliées durant la guerre. Tous les navires n'étaient pas équipés du même ensemble radar, même s'ils appartenaient à la même classe.
Par exemple, si l'on regarde uniquement les tribales, la plupart de ceux du 10e, flottille de destroyers auraient le radar type 285P pour le contrôle du tir. C'était une version modifiée du radar anti-aérien type 285 très efficace pour guider les canons de destroyers. Lors d'une action de surface, il était assez sensible pour suivre à la fois les obus du navire en vol et la cible. Et il a été constaté, de façon quelque peu déconcertante, qu'en action, il pouvait également détecter les obus ennemis entrants. Pour la recherche aérienne et de surface, la plupart des navires avaient le radar type 291, mais les autres radars installés variaient. La Tabascan, le Tartare et la Chanty avaient le radar de surface type 276, alors que le Hyder Huron utilisait l'ancien type 271Q. Le Javelin et les 2 navires polaires avaient aussi des radars modernes, mais leurs améliorations n'ont pas été faites en même temps, donc le type de radar changeait selon la période. À mesure que la flottille se rassemblait, de nouveaux équipements étaient installés sur tous les navires en standard. Des charges à faible émission de flash étaient installées sur les canons, ce qui permettait de dissimuler les navires lorsqu'ils tiraient. Aussi, cela aidait la vision nocturne des canonniers et de l'équipage. Des traceurs sur les obus permettaient de suivre leur trajectoire dans le ciel. Le GEE, ou ensemble de radionavigation G adopté de la Royal Air Force, était également installé. Les navires pouvaient ainsi déterminer leur position à quelques longueurs près grâce à des faisceaux radio qui se chevauchaient tant qu'ils restaient dans la zone de couverture des stations, ainsi qu'un équipement de guerre électronique appelé Headache, qui permettait théoriquement aux hommes à bord de la 10e flottille de destroyers d'écouter les transmissions radio ennemies. Il y avait également un système identification ami ou ennemi de base, ou identification ami ou ennemi, installé dans l'espoir de prévenir les tirs amis dans le feu de l'action. La plupart des navires étaient prêts fin janvier 1944, mais certains servaient encore à d'autres missions, et l'amiral Leatham a souligné que parmi ceux déjà rassemblés, il devait consacrer les 2 mois suivants à des exercices intensifs pour s'assurer qu'ils savaient opérer ensemble. Des patrouilles périodiques ont été menées près de la côte française, mais aucun navire allemand n'a été découvert lors de ces premières opérations. En avril, Leatham déclara l'entraînement du premier groupe de destroyers terminé et les envoya à plein temps vers la côte française, avec des instructions qui se résumaient essentiellement à « ennemi, méchant ennemi, là-bas, allez là-bas, détruisez l'ennemi, tout le monde est content ». Le premier contact aurait lieu dans la nuit du 25 au 26 avril. Ashanti, Hyder, Athabascan et Huron naviguaient avec Black Prince quand ils ont repéré des torpilleurs de classe Elbing, en réalité de petits destroyers. Dans tous les cas, ils étaient en mission de pose de mine, donc la 10e flottille de destroyers s'est déplacée pour combattre. Black Prince est resté à distance, lançant des obus éclairants, tandis que les 4 destroyers se sont divisés en 2 paires. L'un tirait des obus éclairants sur la cible choisie, l'autre tirait uniquement des munitions réelles sur le navire. C'était flagrant. Les Allemands ont tenté de fuir rapidement à travers les rochers et les eaux peu profondes sur la côte française. Cela n'a pas aidé l'amiral Conflans à la baie de Gibron, ni cette fois, car la 10e les a suivis. En utilisant une combinaison de poursuite dans le sillage de leurs ennemis, ainsi que leur propre radar pour les protéger des rochers et des hauts fonds dans l'obscurité, tous les navires allemands ont été touchés. L'un d'eux, après avoir vu sa centrale endommagée, s'est caché dans une baie pour se dissimuler parmi les échos-radars, mais le T-29 touché au gouvernail a dû dévier sa trajectoire. Ashanti et Huron l'ont rattrapé et criblé de tirs d'obus, et une fois qu'il était clair qu'elle coulait, ils se sont approchés pour récupérer les survivants. Rejoints peu après par Hyder et Athabascan, qui n'avaient pu achever leur cible malgré plusieurs incendies avant qu'elle n'approche trop de la côte française. Cependant, un parfait imbécile à bord du T-29 en train de couler a ouvert le feu sur les destroyers qui approchaient avec un canon anti-aérien de 20 mm, ce qui a entraîné, sans surprise, une reprise des tirs nourris. Le T-29 a coulé rapidement, emportant avec elle 137 hommes, soit environ les 2/3 de l'équipage, puis la 10e est partie, au cas où il y aurait encore de la résistance à venir après tout. Un destroyer de la classe Tribal avait été perdu en Méditerranée il y a quelques années, touché par un dernier tir de torpille d'un destroyer italien en train de couler. Le résultat total des efforts du tireur de 20 mm fut qu'il ne restait en réalité que 73 survivants du T-29,
et ils ont dû attendre qu'une vedette amie vienne les récupérer quelque temps plus tard. 3 nuits plus tard, Hyder et Athabascan, en mission de couverture pour une opération britannique de pose de mines, ont rencontré les survivants de la bataille précédente, qui s'étaient rafistolés eux-mêmes et essayaient de rejoindre un port plus grand pour des réparations. En identifiant leurs adversaires, les navires allemands ont tiré des torpilles et tenté de fuir. Les tribales ont tenté d'éviter les torpilles en se présentant comme une cible réduite, mais l'une d'elles a quand même suivi une trajectoire directe. La torpille a touché l'Athabascan, le laissant sans propulsion. Hyder est resté pour secourir les survivants, mais l'Athabascan a explosé environ 15 minutes plus tard. La raison exacte fait encore l'objet de débats. Certaines sources évoquent une seconde torpille allemande, d'autres un tir à mi-accidentel d'une vedette alliée ou des incendies causés par le premier impact, qui ont fini par atteindre les soutes à munitions. Quoi qu'il en soit, Hyder avait déjà pris sa revanche avant d'aider sa sœur, frappant le T-27 assez fort pour l'échouer, où il serait ensuite détruit par des frappes aériennes. Mais avec l'aube qui approchait rapidement, Hyder a été contraint de quitter la côte française. Elle avait accidentellement laissé sa vedette à moteur et son équipage de 5 hommes. Malgré tout, la petite embarcation a sauvé 6 hommes de l'Athabascan. Ils ont alors retrouvé 2 de leurs compagnons sur les filets. À ce moment, Hyder avait quitté son poste pour aider d'autres à sortir de l'eau et ils furent emportés lorsque le navire accéléra. Avec ce groupe de marins trempés à bord, la vedette à moteur s'est dirigée vers le large, poursuivie de près par plusieurs navires allemands. Après quelques aventures plutôt épiques en traversant la Manche toute la journée, sous poursuite et parfois sous attaque, la vedette est apparue du bon côté de la Manche juste avant minuit. Après avoir passé pas moins de 19 heures à rentrer chez eux avec intrépidité, le 10e commença alors à planifier de nouvelles tactiques. Lors des 2 affrontements, la tactique allemande était de larguer des torpilles sur l'ennemi puis de fuir. Il devait trouver un moyen d'éviter les torpilles tout en étant capable de s'approcher suffisamment vite de l'ennemi pour arriver à courte portée et l'achever. C'est au commandant Jones, le capitaine du Tartare, qu'il revint de mettre au point les mesures appropriées. Auparavant, les combats de nuit se déroulaient avec tous les navires en formation en ligne de file. Cela permettait à chacun de rester en contact, évitant ainsi les tirs amis. Mais lors des poursuites, cela signifiait que presque tous les navires étaient masqués par un ou plusieurs navires devant eux, aussi bien pour les tirs que pour le radar. Il proposa plutôt de naviguer en ligne de file, surtout la nuit, pour faciliter la formation. Mais immédiatement, dès qu'un rapport ou un contact avec l'ennemi était établi, selon ce qui arrivait en premier, la formation devait alors passer en ligne de front. Chaque navire pourrait alors utiliser librement son radar, et de libérer toute la puissance de feu frontal des navires de la 10e flottille de destroyers supérieure à celle de nombreux destroyers de l'entre-deux-guerres. Même Piron et Javelin, dotés de 3 tourelles doubles au lieu de 4, en avaient 2 à l'avant et une seule à l'arrière. Chaque navire de la flottille avait donc une puissance de feu frontal de 4 canons, même si leurs armes arrière étaient inutilisables. À ce stade, tous les navires qui allaient rendre la 10e célèbre s'étaient rassemblés. Certains d'entre eux avaient mis un peu de temps à être dégagés de leur mission précédente, mais ces renforts n'auraient pas pu arriver plus tôt. Car bien que les efforts de la 10e aient réduit la 4e flottille de torpilleurs allemande à un seul survivant, le T-24, le débarquement de Normandie du 6 juin avait poussé les Allemands à déplacer leur propre 8e flottille de destroyers composée des grands destroyers Narvik ou type 1936 à Z-24 et Z-32 ainsi que du plus petit ex-néerlandais ZH-1 depuis le sud-ouest de la France jusqu'au port de Brest où ils ont rejoint le T-24 et ils s'étaient tous préparés à appareiller pour Cherbourg, d'où ils seraient à portée de frappe facile. Parmi les positions de débarquement alliées, les navires allemands avaient tous à leur bord des commandants expérimentés, mais la formation souffrait néanmoins de plusieurs faiblesses. Le manque de carburant avait réduit leur temps d'entraînement en mer et les pertes de la flotte de U-Boot avaient forcé le transfert de plusieurs équipages expérimentés comme remplaçants. Et comme les formations britanniques de 1943, les Narviks, ZH-1 et T-24, avaient tous des vitesses et des capacités très différentes. Les services de renseignement alliés suivaient leur avancée sur la côte française. Lorsqu'ils se sont dirigés vers Cherbourg, la 10e flottille de destroyers a été chargée de les intercepter avec toute sa flotte. Latham avait regroupé les tribales les plus expérimentés, Tartare, Ashanti, Huron et Hyder, dans la 19e division,
Esquimaux, Javelin, Piron et Błyskawica venaient d'arriver dans la 20e division. Le commandant Jones à bord du Tata serait l'officier de pavillon lors des opérations en mer. À 01h14, le matin du 9 juin 1944, le radar du Tartare détecta la formation allemande à Dix Mills et les deux divisions virèrent pour se rapprocher de leur cible. À ce stade, le radar allemand des destroyers était en retard sur celui des Alliés. La 10e division avançait avec une détection précise des Allemands, tandis que le radar allemand ne donna des retours que plus tard, avec des contacts sporadiques et imprécis. Ce n'est qu'en voyant la Lune se refléter sur les destroyers tribaux approchant qu'ils ont su avec certitude que l'ennemi était là. Les trois grands destroyers allemands ont vite fait demi-tour et lancé environ la moitié de leurs torpilles chacun, mais cette tactique fut cette fois inefficace. Ce système de guerre électronique, véritable casse-tête, signifiait que la 10e savait qu'il y avait un ordre de lancer les torpilles avant même que les équipes de torpilles sur certains navires allemands ne le sachent. Grâce à cet avertissement précoce et au fait que chaque navire était désormais en ligne de front, ce qui permettait une bien plus grande flexibilité de manœuvre, les torpilles furent facilement évitées. À ce moment, les Allemands ne connaissaient que la 19e division et pensaient donc à un affrontement 4 contre 4. La 20e division à 2 miles plus au nord arrivait rapidement sans avoir été repérée. Cela porta ses fruits, car les navires allemands virèrent à bâbord et se dirigèrent vers le nord en suivant l'arc de leur virage après quelques tirs échangés avec Tartare. Un échange qui avait entraîné des coups au but des deux côtés. Z-32 en tête de la formation mit les gaz à fond et fila à toute allure vers ce qu'il pensait être la sécurité pour se retrouver directement face au canon de la 20e division qui pilonna Z-32. Mais à ce moment-là, Z-32 lança d'autres torpilles dans une manœuvre désespérée, mais c'était une manœuvre désespérée qui a fonctionné. Błyskawica intercepta l'ordre de lancer les torpilles et vira pour les éviter, tout en posant un écran de fumée. Mais cela provoqua de la confusion, et dans cette confusion, la 20e division se dirigea dans la mauvaise direction et se retira accidentellement du combat. Le Z-32 eut moins de chance, virant également dans une sorte de panique. Elle retourna vers le Tartare, provoquant un nouvel échange de tirs qui endommagea la passerelle du Tartare et désactiva temporairement sa radio. Bien que les capitaines du navire amiral de la 10e flottille de destroyers aient été choisis pour leur agressivité, faute d'autres instructions, Ashanti, Hyder et Huron mirent toute la puissance et poursuivirent ce qui était devant eux. Bien qu'elle soit légèrement en feu, Tartare continua également d'avancer, des flammes s'échappant de sa passerelle comme une bannière illuminée. Z-32 eut encore une fois à la fois de la chance et de la malchance. Ashanti tira, mais la fumée de la passerelle en feu du Tartare dissimula Z-32, lui permettant de s'échapper. Ashanti chercha Z-32 à l'aide de son radar, mais elle tomba plutôt sur le ZH, un très endommagé, victime d'un déluge de feu d'Ashanti et Tata. Plus tôt, Z-32 harcelait la 20e division avec ses machines et ses espaces, touchés à plusieurs reprises. ZH, un disparu dans un nuage de vapeur et de fumée, commençait à peine à ramper. Pour découvrir que Tata et Ashanti étaient presque sur elle alors qu'ils fonçaient à la recherche de Z-32, même pendant que les hommes combattèrent les incendies et soignaient les blessés sur le pont, Tartare ouvrit le feu sur ZH, un avec ses canons, tandis qu'Ashanti lançait quelques torpilles pour faire bonne mesure. Brisé et sombrant, l'équipage du ZH-1 abandonna le navire, quelques-uns restant pour placer les charges de sabordage. Ils firent peut-être un peu trop bien leur travail, car peu après, le ZH-1 disparut dans une explosion apocalyptique qui réveilla des gens en sursaut. Des deux côtés du chenal, plus au sud, Hyder et Huron poursuivaient joyeusement Z-24 et T-24. Le Z-24, touché à plusieurs reprises, tenta de fuir vers le nord mais fut à nouveau pris pour cible par Tata et Ashanti, puis accéléra vers le sud-ouest. Le T-24 évita les débris en feu du ZH, un poursuivi par les navires canadiens et le capitaine De Wolf du Hyder. Il écrivit dans son rapport que la plus petite vedette lance-torpille n'avait pas été détruite sur le champ, car elle et le Z-24 étaient, je cite, engagés. Avec le vent de face et des averses de pluie, la base des nuages ne dépassait jamais 1000 pieds et descendait souvent jusqu'à 500 pieds. L'éclairage était donc faible, les obus éclairants étant souvent à moitié consumés avant d'éclairer. L'ennemi a très bien utilisé la fumée durant l'engagement et a souvent pris des mesures d'évitement, rendant le repérage parfois presque impossible. Fin de citation.
Le T-24 était en révision lorsque les officiers de navigation canadiens l'ont signalé. Elle et le Z-24 entraient dans un champ de mines britannique installé plus tôt pour bloquer les sous-marins. Hyder-Huron a donc dû contourner le champ de mines, perdant du terrain, tandis que les Allemands l'ont traversé sans le savoir, sans déclencher miraculeusement aucune des mines. La distance étant devenue trop grande pour être comblée dans un délai raisonnable, De Wolf ordonna d'abandonner la poursuite, et les deux navires allemands endommagés finirent par retourner à Brest, d'où ils étaient partis. Le Tartare avait rétabli ses radios et le commandant Jones cherchait où étaient tous. Les 4 tribales de sa division convergeaient. Hyder et Huron détectèrent quelque chose à 6000 sur le relèvement 032, sachant que le Tartare devait être au 040 avec son compagnon. Ils restaient méfiants mais non pas tirés, car le Tartare était endommagé et son identification ami ou ennemi pouvait être hors service. Ils ont signalé le contact par des signaux lumineux et ont reçu une réponse inconnue. Malgré cela, ils craignaient que ce soit le Tartare. En effet, un impact sur la passerelle aurait très bien pu endommager ses feux de signalisation et blesser son équipage de signalisation habituel. Il pouvait donc s'agir d'un membre d'équipage tentant en vain de signaler son identité. Malgré cela, ils ont visé avec leurs canons sans tirer. En réalité, ils avaient découvert le Z-32 qui envoyait effectivement le signal de reconnaissance allemand avec ses lampes de signalisation tout en pointant ses propres canons. L'absence de tir des deux navires approchant fit croire au Z-32 qu'il s'agissait du Z-24 et du T-24 permettant ainsi aux deux camps de se croiser. Les navires canadiens avançaient au nord-est et le Z-32 au nord-ouest, mais ce dernier fit progressivement demi-tour vers l'est pour tenter de rejoindre Saint-Malo. Comme il ne restait plus que quelques heures avant l'aube, atteindre Cherbourg avant ce moment était pratiquement hors de question. Cela rendit De Wolf suspicieux, il commença à suivre, puis tira une fusée éclairante. La silhouette, manifestement non tribale, fut éclairée en contre-jour. Hyder et Huron ouvrirent aussitôt le feu et touchèrent leur cible. Z-32 s'est esquivé, traversant le même champ de mines que Z-24 et T-24 avaient déjà franchi, mais cette fois en sens inverse. De Wolf a sûrement voulu hurler, car le même champ de mines inefficace l'a encore forcé à rompre le contact et à le contourner. Une fois de plus, un navire allemand traversait sans aucun dommage. Sur le Z-32, l'ambiance restait optimiste malgré les dégâts du navire. Le capitaine von Bechtolsheim pensait que le Z-24 et le T-24 étaient devant lui, à l'est. Ensemble, ils pensaient qu'ils pourraient sûrement passer à travers 2 destroyers ennemis. Mais à 04h20, il reçut des signaux de ces 2 navires qui, bien sûr, se trouvaient à une certaine distance à l'ouest et s'éloignaient encore plus rapidement dans cette direction. Il demandait l'autorisation officielle de retourner à Brest. Se rendant compte qu'il était complètement seul, le Z-32 reçut l'ordre de faire demi-tour et de rattraper le Z-24 et le T-24. Cependant, Hyder-Huron avait contourné le champ de mines à pleine vitesse et arrivait maintenant en force depuis le nord-ouest. Et lorsque De Wolf vit que la distance jusqu'à la cible, au lieu de diminuer lentement alors qu'il la rattrapait, se mit à diminuer rapidement. Il devint vite évident que le Z-32 avait fait demi-tour et se dirigeait de nouveau vers l'ouest. Et De Wolf n'allait absolument pas permettre que ce maudit champ de mines le contrarie une 3e fois. Les 2 navires canadiens se dirigèrent plein sud pour intercepter le Z-32, pendant que le commandant Jones, sur le Tartare, regroupait la 10e flottille au nord. Le Z-32 était désormais piégé. À 04h44, Hyder-Huron ouvrit de nouveau le feu. Les éclairs brefs de la poudre à charge réduite les illuminaient un instant, tandis que leurs bordées retentissaient. Voyant 2 silhouettes vacillantes aux 4 tourelles doubles pointées sur lui, le Z-32 supposa qu'il s'agissait de croiseurs Bellona ou Leander et vira vers le sud. Pendant la retraite, des gerbes d'eau jaillirent autour du navire sous les tirs ennemis, suivis des premiers impacts. Les 2 destroyers canadiens de classe Tribal poursuivirent et bientôt le moteur bâbord du navire allemand fut hors service. Puis, les canons avant furent touchés et tout prit feu. Le Z-32 résista un moment, espérant que l'ennemi manquerait d'obus tant le feu était intense. Mais lorsqu'une nouvelle salve mit hors service l'autre moteur, le Z-32 vira à tribord et fut volontairement échoué. L'engagement fut qualifié de nouvel épisode dans la longue histoire des batailles d'Ouessant. Ce fut la plus grande action à laquelle la 10e flottille de destroyers prit part, mais ce ne fut pas la dernière.
Dans la nuit du 13 au 14 juin, Ashanti et Piron furent envoyés pour couvrir les vedettes lance-torpilles, qui avaient pour mission de rendre l'épave échouée du Z-32 irréparable. Alors qu'ils étaient en position, un convoi allemand escorté de nombreux dragueurs de mine classe M apparut. Il se dispersa vite et les destroyers attaquèrent tout ce qui était proche. Officiellement, ils auraient coulé 2 escorteurs et en auraient endommagé 2, mais certains rapports évoquent 3 ou 4 autres navires touchés à divers degrés. Le 24 juin, l'Esquimau et le Hyder effectuaient une patrouille pour sécuriser le passage des navires de ravitaillement soutenant le célèbre 2e groupe d'escorte sous le commandement du capitaine Johnny Walker, qui recherchait des sous-marins tandis que le 10e assurait la couverture contre toute interférence de surface potentielle. Non loin de là se trouvait cependant le U-971, un sous-marin de type Sept-C, en difficulté, qui avait été envoyé par la mer du Nord et autour des côtes écossaises vers l'Atlantique. Après avoir été rappelé dans la Manche après le débarquement du jour J et fait le tour du Royaume-Uni par la mer en sens inverse des aiguilles d'une montre, le sous-marin avait été attaqué plusieurs fois par des avions. Et à ce stade, pas mal de choses à bord étaient en panne, y compris plusieurs tubes lance-torpilles et les toilettes. En milieu d'après-midi, les 2 destroyers ont vu un Liberator à 5 milles derrière, larguant des charges de profondeur sur une cible. Le pilote était John Vela du 311e escadron, une unité tchèque. Les tentatives de Hyder pour comprendre la situation ont été freinées par la barrière linguistique. Mais ils ont intercepté le message standard que le Liberator transmettait à l'amirauté. Le Liberator attaquait un sous-marin qu'il avait repéré à profondeur de périscope. Fidèle aux idéaux du 10e Hyder Esquimau, a aussitôt foncé à toute allure vers les explosions. Arrivés sur place, ils ont ralenti et sondé avec leur ASDIC, localisant précisément la cible. Chevaleresques, ils ont contacté le capitaine Walker par radio. « Voulez-vous prendre la relève ?» Walker a répondu avec autant de chevalerie. « Allez-y, réclamez la victoire. » Le contact restant immobile, le capitaine de Wolf a supposé qu'il s'agissait probablement d'un faux contact, le vrai sous-marin ayant sans doute fui. Alors qu'il allait se retirer, l'équipe Anti-Submarine Detection Investigation Committee est arrivée sur la passerelle, affirmant qu'il s'agissait d'un contact solide et voulant l'attaquer. De Wolf a estimé que l'équipe Anti-Submarine Detection Investigation Committee savait mieux, alors Hyder et Esquimau ont passé l'après-midi à lancer des charges de profondeur dans le chenal. Après 2 heures sans changement, De Wolf a ordonné un dernier tir de charge de profondeur avant de reprendre son poste. En réalité, U-971 s'était posé au fond, profitant d'un chenal moins profond que sa profondeur d'essai pour simplement s'allonger sur le fond marin, et espérait que tout s'arrangerait par pure chance. La dernière salve, lancée pour la chance, est tombée presque directement sur le sous-marin. Toutes les autres étaient tombées près et avaient endommagé toutes sortes d'équipements, mais ne représentaient pas un danger mortel pour le U-boot. Mais cette salve a ouvert les garnitures de l'arbre d'hélice et un ballast de plongée, laissant l'eau monter dans le sous-marin et au-dessus d'eux. Hyder et Esquimau restaient attentifs avant de s'éloigner, prêts à réagir si leur proie montrait un signe de vie. Dans l'U-971, la montée des eaux a causé des courts-circuits et submergé les batteries progressivement, et de quelque part dans le sous-marin provenait le bruit très désagréable du sifflement de l'air sous pression qui s'échappait. À 19 heures, l'eau montait jusqu'aux genoux dans la salle de contrôle et le capitaine du sous-marin comprit qu'il n'avait plus que 2 choix. Leur seul espoir était d'avoir assez d'air pour remonter rapidement à la surface en soufflant les ballastes. Ou bien ils pouvaient attendre encore 10 minutes, moment où le sous-marin serait coincé au fond du chenal pour toujours, car il deviendrait trop lourd pour bouger. Ce n'était vraiment pas un choix. Ainsi, pendant que l'équipage s'affairait à détruire la machine Enigma et tous les autres documents codés ou sensibles, les ballastes furent soufflés et le sous-marin trembla pendant un moment terrible. Il semblait que l'ordre était peut-être arrivé trop tard, mais ensuite il se détacha du fond marin et commença à remonter de plus en plus vite. Peu après, le sous-marin fit surface, se rappelait un membre d'équipage de Hyder. Le sous-marin était presque entre nous et l'Esquimau, qui a reculé à toute vitesse quand les gars ont tiré. Un canon B de 20 mm était déjà en action, et dès que le sous-marin a émergé, ils l'ont abaissé pour tirer. Nous naviguions avec les canons à 45 degrés en position anti-sous-marine, un à tribord, le canon B à bâbord. Le sous-marin était si proche, à 200 yards, qu'ils ont dû baisser un canon pour éviter que le canon B ne touche les fûts. Cela a permis à Esquimau de reculer avant notre tir.
La première salve a touché le sous-marin et la deuxième aussi. C'est tout. Le canon B a tiré 2 salves pour 4 impacts. Le feu a cessé quand il est devenu clair que le sous-marin ne pouvait résister. Des embarcations ont alors été lancées pour sauver les survivants et tenter de capturer le sous-marin. Mais les fuites progressives et les tirs du canon de Hyder avaient trop bien fait leur travail et le sous-marin a rapidement glissé sous les vagues pour la dernière fois. Cependant, fait inhabituel pour un U-boot perdu au combat. Tous les membres de l'équipage sauf un ont survécu, certains blessés, et embarqués à bord des 2 destroyers dans la nuit du 27 au 28 juin, l'Esquimau et le Huron ont rencontré plusieurs dragueurs de mines et chalutiers, coulant au moins 2 et en endommageant d'autres. Bien qu'ils aient dû s'approcher presque à bout portant, car les navires allemands avaient posé un écran de fumée pour tenter de s'échapper, une partie du rapport de bataille décrit l'action au cours de laquelle l'Esquimau a été endommagé. À 01h25, l'Esquimau a franchi la ligne de fumée. L'ennemi a été bien touché pendant l'approche, mais on ne l'a pas vu prendre feu, même si les impacts ont provoqué de la fumée. Un chalutier, cible C, est apparu près du côté bâbord de l'Esquimau au relèvement 310 degrés sortant de la fumée. Elle avait été détectée plus tôt, mais non suivie en continu, signalée sur un relèvement proche de la cible B. Puis, à 2000 yards, elle a ouvert un feu rapide et précis sur l'Esquimau. Utilisant un canon de 3 pouces, similaire à un Bofors de 420 mm, elle a touché le flanc et la superstructure avant du navire avec le 20 mm presque immédiatement, et avant de riposter, le tir du 3 pouces avait cessé. Un tuyau de vapeur saturé auxiliaire a été sectionné dans la salle des chaudières numéro 1, causant une fuite et nécessitant l'évacuation. 2 obus ont été trouvés dans la chaudière, ayant percé des tubes de 6 pouces. La pression de vapeur est tombée sous 100 livres, réduisant la vitesse du navire à 6 nœuds ou moins. Beaucoup de vapeur et de fumée ont réduit la visibilité arrière à presque zéro. Une dynamo s'est déconnectée, arrêtant le moteur de direction, provoquant la panne de plusieurs circuits d'éclairage et coupant l'alimentation des canons avant. Les canons avant ont continué à engager la cible tribord et des coups au but ont été obtenus, la distance étant inférieure à 1000 yards. La cible bâbord, poursuivant un tir rapide et précis, a été prise pour cible par les armes à courte portée, tandis que le groupe arrière de canons a déplacé son feu sur elle en contrôle local. Les armes à courte portée ont touché plusieurs fois, mais le tir du groupe arrière est resté peu efficace, principalement à cause de la fumée et de la vapeur entourant le navire. Esquimau hésitait à tirer à l'aveugle avec les canons lourds, sachant que Huron était dans cette direction. Et le personnel du radar rappelait constamment à tout le monde sa présence. Quelques tirs furent portés sans réussir à stopper le chalutier, qui s'éloignait vers l'est aussi vite que possible. Malheureusement, pendant cette période, alors que son tir aurait dû être dévastateur, toute l'alimentation du pom-pom était tombée en panne. Le commutateur automatique, activé lors de la déconnexion de la dynamo, a court-circuité l'interrupteur, causant une panne d'alimentation à la source arrière. Ce support en commande manuelle est extrêmement encombrant et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit contrôlé efficacement. Pendant la nuit, le canon double Orlican numéro 1 bâbord s'est également enrayé. Nous étions presque surpassés en puissance de feu par ce chalutier vaillant. Les dégâts dans les salles des chaudières ont été signalés par radio au commandant en chef de Plymouth. L'Esquimau a ensuite été amené pour des réparations rapides du 30 juin au 1er juillet. L'Ashanti et le Puron ont affronté avec succès plusieurs chalutiers au large des îles anglo-normandes, en coulant 2 ou 3 les 1er et 2 juillet. Le Tartare, le Huron et l'Esquimau, avec une chaudière rafistolée, ainsi que le Javelin, ont patrouillé au large d'Ouessant, mais après une collision, l'Esquimau et le Javelin ont dû regagner Plymouth pour réparation. Le 8, le Tartare et le Huron ont encore coulé 2 dragueurs de mine de la 46e flottille allemande qui escortaient un petit convoi avec d'autres dragueurs et vedettes rapides. Avec la baisse de l'activité allemande dans la Manche occidentale, la 10e a élargi son action jusqu'au golfe de Gascogne pour intercepter l'évacuation allemande depuis les ports régionaux. Les 14 et 15 juillet, le Tartare, le Hyder et le Bliskovitcha ont détruit un convoi ennemi près de l'Orient, coulant ou endommageant la majorité des navires. Du 5 au 6 août, le Tartare, l'Iroquois, l'Ashanti, le Hyder et le croiseur Bellona ont détruit 2 convois au large de Saint-Nazaire. Les dragueurs de mine M263 et M486, le patrouilleur V414, une vedette côtière et 4 petits navires marchands escortés ont tous été coulés. Le 12 août, Piron a participé au naufrage du navire allemand de déminage Speerbrecher, 7 près de La Rochelle, en compagnie du croiseur Diadème et du destroyer Onslow.
Les 14 et 15 août iroquois, le destroyer Ursa et le croiseur Mauritius ont attaqué deux autres convois. Le dragueur de mines allemand M385 a été touché et est devenu pratiquement une perte totale après avoir été échoué, ainsi qu'un certain nombre de navires marchands qui ont été touchés et coulés. Un autre Spearbrecher, cette fois le 157, ainsi que le torpilleur T-24, le dragueur de mines M275 et un caboteur, ont également été endommagés. Du 20 au 23 août, l'Iroquois, l'Ursa et le Mauritius ont de nouveau patrouillé et attaqué avec succès deux convois dans le golfe de Gascogne, coulant les patrouilleurs V7-102, V7-117, V7-120, V7-129 et V7-130. Il y a eu, bien sûr, de nombreuses patrouilles qui ont eu lieu entre ces actions où aucun contact avec l'ennemi n'a pu être établi avec succès. Cela mit fin à l'ensemble des actions navales de la flottille. Face à l'absence d'opposition allemande organisée, certains navires furent réaffectés, d'autres réparés et d'autres envoyés individuellement ou en duo pour servir de noyau à de nouvelles formations. Comme vous l'avez peut-être remarqué avec ces deux dernières actions réussies, en particulier lors des opérations menées dans le golfe de Gascogne, en septembre, la 10e flottille de destroyers fut retirée des opérations de combat, car la plupart de ces navires devaient être réaménagés et envoyés dans le Pacifique, où ils seraient une source de problèmes pour la marine impériale japonaise. Le Tartare, l'Esquimau et le Nubian s'y rendraient, tandis que la plupart des autres navires de la 10e furent affectés à la flotte métropolitaine en 1945. La 10e flottille de destroyers créée pour un objectif précis fut dissoute au printemps 1945 et ses navires restants transférés à la 2e flottille et à d'autres unités. Ainsi se refermait une brève période d'1 an au cours de laquelle les navires de la formation furent crédités du naufrage d'au moins 35 navires de surface ennemie et d'un sous-marin, ainsi que de 14 autres navires de surface endommagés. Potentiellement, il y a encore plus à ajouter à cette liste de victoires selon les sources auxquelles on accorde foi. Tout cela contre la perte de l'Athabascan, ce qui restait un bon bilan, à mon avis. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.